Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un candidat, un programme, émission conçue et pensée par le Conseil supérieur de la communication dans le cadre de la présidentielle du 29 novembre prochain, reçoit ce soir Maître Benewende Stanislas Sankara, candidat de l'Union pour la Renaissance, parti Sankaris. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Godefroy. Avec vous, nous allons découvrir la nouvelle vision de développement que vous prônez dans le programme alternatif Sankaris. Et pour mener cet entretien, j'ai à mes côtés Bernard Bougouma de Radio Omega. Bonsoir Bernard. Bonsoir Godefroy. Alors, d'emblée, vous nous brossez le portrait de Maître Benewende Stanislas Sankara. Godefroy, Madame, Monsieur, Benewende Stanislas Sankara est né le 23 février 1959 à Touessin dans le Passoré. Et c'est de là-bas qu'il est allé à l'école du Blanc. Le BPC, il a obtenu au lycée Yadega de Waïguia. Ensuite, Benewende mettra le cap vers la Côte d'Ivoire pour y enseigner dans les écoles primaires. Il avait 19 ans tout en se préparant à la capacité en droit. La capacité en poche, il intègre l'école supérieure de droit d'Abidjan. Il regagnera le Bercail pour la licence obtenue en 1985 avec le défunt Aimé Nikema. Un retour sur les berges de la lagune Ébrié s'impose pour le DEA qu'il a obtenu en 1987. Député à l'Assemblée nationale depuis 2002 jusqu'au 30 et 31 octobre 2014, Maître Benewende Sankara a officié en tant qu'avocat stagiaire en 1990, prête serment en 1993 et ouvre son propre cabinet le 4 janvier 1994. Candidat malheureux aux élections présidentielles de 2005 et 2010, cette année, l'homme du haut de ses 1,84 m vise à briser les chaînes de la fatalité qui paralyse le peuple burkinabé, ensevelissant l'espoir en lui proposant un nouveau contrat social selon son programme de gouvernement. Côté militant, Benewende Sankara, candidat soutenu par Mariam Sankara, a été un CDR aux côtés de Clément Sawadgo du MPP, Dedi Komboyogo, président du CDP, membre fondateur du collectif contre l'impunité aux côtés de Maître Ali Ouedraogo et membre du G14. Il a conduit le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition qui aboutit en 2009 à la création du chef de file de l'opposition qu'il a dirigé jusqu'en 2012. Amoureux du football et de la musique reggae, Benewende Sankara est marié et père de 3 enfants. Madame, Monsieur Godefroy, comme le disent les latins, ecce homo. Voilà, voici l'homme. Et l'homme, il est amoureux du football, vous l'avez dit. Hier, les étalons ont joué contre les écuries du Bénin, 2-0. Est-ce que ce match-là, vous l'avez suivi? En partie, parce que quand le match se jouait, j'étais sur le terrain particulièrement à Zignaré. Et j'ai suivi souvent à la radio des séquences de commentaires. Et malgré tout, ça a été un match gagné par les étalons, 2-0, ce qui nous qualifie. Je pense que de ce point de vue-là, il faut féliciter les étalons et surtout les encourager pour la suite. Mais avant tout propos, et pour commencer cette émission, j'ai véritablement en cœur de réitérer à la mémoire de nos martyrs et à l'endroit de tous les blessés de l'insurrection et de la résistance active que nous avons menée, une pensée très pieuse et prompt rétablissement aux blessés, parce que je me réclame, moi, candidat des insurgés des 30 et 31 octobre 2014, et nous avons mené la résistance active contre le putsch, le coup de force du général Gilbert Guinguéré, et je me devais, avant bien sûr cette émission qui va nous amener à parler de notre programme alternatif, de rendre hommage, véritablement hommage au peuple burkinabé dans son combat, rendre hommage à toutes les victimes et de dire que désormais nous devons avec la même ardeur, avec la même fougue réaliser au soir du 29 novembre l'insurrection électorale. Alors, vous êtes dans la présentation, c'est même ressorti, vous aimez le football. Effectivement, dans votre programme alternatif sankariste, d'un point de vue du côté sport, qu'est-ce qui est prévu pour booster le sport burkinabé? Moi, je préciserais que vous mettez l'accent surtout sur le sport de masse. Tout à fait. Alors, vous n'êtes pas électif. C'est vrai, nous avons mis l'accent sur le sport de masse parce que
D'abord, le sport contribue à l'épanouissement de l'homme. Le sport contribue aussi à la santé mentale et physique. Mais par le sport de masse, on peut travailler à déceler justement ces talents cachés qu'on trouve même en province et cultiver l'excellence, bien sûr, pour notre équipe nationale. Alors, vous réclamez effectivement de l'idéal sankarisme. On sait que Thomas Sankara aimait faire du vélo. Il y en a qui estiment que le Burkina Faso aurait dû miser sur le cyclisme au lieu du football. Alors, dans votre programme, qu'est-ce qui est prévu justement pour la promotion de ces sports-là qui, comme la lutte également, qui font partie d'abord du sport populaire, oui, populaire au Burkina? Tout à fait. Je suis d'accord avec vous parce que la lutte, c'est vrai quand on nous oppose aux Sénégalais ou aux Nigériens, c'est pas évident dans la lutte. Mais effectivement, c'est un sport que chaque jeune a pratiqué au village. On aurait dû effectivement y penser. Mais nous, en mettant l'accent sur nos valeurs intrinsèques, c'est dire qu'on ne mettra pas la lutte de côté. D'ailleurs, vous savez bien que nous avons eu de grands lutteurs qui ont remporté des prix. Et nous prévoyons effectivement développer ce sport-là en tenant compte d'un certain nombre de régions où ce sport devient un sport d'excellence, comme par exemple chez les Samo, chez les Gourossi, par exemple, pour qu'on n'ait pas créé des harengs qui vont effectivement booster la lutte et nous rendre plus compétitifs. Alors, Maître Benouendé Stanislas Sankara, si vous le voulez bien, on va revenir sur les principaux aspects de votre programme. Vous avez longuement disserté sur le plan politique, sur l'économie, voilà, sur le coût de votre programme et tout, et les modalités de mise en œuvre de ce programme-là. Alors, le programme Alternative Sankarisme, il fonde sa doctrine, vous l'avez dit, sur la permanence, et ça c'est le sankarisme, sur la permanence et le primat du pouvoir populaire. Est-ce que vous retournez au temps de la RDP? Très belle question, c'est une question éminemment politique. Je voudrais d'abord vous offrir ce joyau qui est, si vous voulez, le condensé de mon programme qui porte, comme son nom l'indique, sur un changement sankariste post-insurrectionnel. Comme je l'ai dit dès le départ, nous, notre programme, au départ, s'est fondé sur le discours du 4 août 1987. Je dis bien 1987, c'était à Bobo-Dioulasso, prononcé par le président Thomas Sankara. À l'époque, il avait effectivement mis l'accent sur des mots d'ordre du genre consommons burkinabé, c'est-à-dire ce que nous-mêmes nous produisons, et produisons ce que nous consommons. Et pour y arriver, il avait fondé espoir sur la réforme et l'organisation agraire. Ensuite, bien sûr, vous avez un pilier comme celui de l'élevage. Mais au-delà de tout ça, nous, en élaborant notre programme Alternative Sankarisme, dans un premier temps, nous avons procédé à une étude pour regarder de 1983 à 1987 quelles ont été les forces et les faiblesses de la RDP. Donc du discours d'orientation politique en tant que socle théorique de l'action des révolutionnaires du 4 août 1983. C'est à partir de ces études que nous avons menées avec des intellectuels, des professeurs d'université, qui n'étaient pas forcément des sankaristes, hein, mais qui faisaient une étude objective, que nous avons écrit le programme Alternative Sankarisme, qui est le projet de société de l'UNIL-PS. Le programme pour un changement sankariste que nous proposons pour cette campagne, pour le quinquennat, effectivement, s'inspire du programme Alternative Sankarisme. Et vous verrez effectivement que nous avons fait référence au discours d'orientation politique. Mais nous partons au-delà pour dire qu'à partir de 2015, vu les constats d'échecs que nous-mêmes nous avons tirés, parce que le Burkina Faso reste un pays très pauvre, à la limite c'est un pays de misère, nous pensons qu'il faut proposer aux Burkinabés
un développement participatif, endogène. Voilà à peu près le pilier qui sous-tend notre programme alternatif, en disant bien sûr qu'il y a des priorités que nous avons dégagées, qui sont au nombre de 10, mais je précise que parmi ces 10 priorités, la promotion de la femme, qui est un sujet transversal, fait partie des priorités. C'est-à-dire, une des priorités, c'est la question genre. Alors, ça veut... vas-y, Bana. Alors, pour Thomas Sankara, l'ambition était d'offrir en son temps 2 repas par jour et 20 litres d'eau à chaque Burkinabé. Vous avez dit qu'il y a des priorités. Pour vous, aujourd'hui, la priorité du Burkinabé d'aujourd'hui, c'est quoi? Si vous venez pour les 5 ans, la priorité sera quoi réellement? Comme vous le dites si bien, quand on prend au moins 80% de nos Burkinabés, partout où nous avons été, soulèvent des questions d'ordre existentiel. C'est-à-dire que beaucoup de nos populations sont confrontées à l'eau potable. Même hier, quand j'étais à Zignaré, c'était les témoignages. Les gens se demandent comment on peut faire Ziga jusqu'à Ouagadougou. Et puis, bon, il y a des provinces qui sont traversées par tous ces gros tuyaux-là qui n'ont pas encore l'eau potable. Vous avez effectivement un problème d'autosuffisance alimentaire. Il y a des Burkinabés qui ne mangent pas à leur faim. Il y en a qui ne peuvent pas aujourd'hui même avoir un repas par jour. Ça, c'est réel. Fort de ces constats, nous pensons qu'il faudrait d'abord effectivement mettre au premier plan la qualité de vie de l'homme burkinabé. La qualité de vie suppose une éducation d'abord participative, où le citoyen burkinabé va prendre conscience que, par exemple, l'hygiène devrait faire partie de ses réflexes, n'est pas, par exemple, déféquer à l'air libre, mais il faut encore lui donner les moyens. Mais il faut aussi travailler à ce que, par les réformes que nous allons proposer au plan agraire, nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et une bonne partie de notre fondement, de notre philosophie politique est fondée vraiment sur la réforme agraire, parce que les Burkinabés vivent principalement d'agriculture. Donc, ce que le président Thomas Sankara disait il y a déjà 3 décennies, c'est tout à fait vérifié aujourd'hui. Et il ajoutait que, au lieu de permettre à quelques-uns de prendre du champagne, il faut de l'eau potable pour tous les Burkinabés. Donc, cette philosophie-là est aujourd'hui actuelle, parce que les Burkinabés sont vraiment confrontés à la précarité. C'est une réalité. La pauvreté, elle est ambiante. Alors, vous avez dit effectivement que vous mettrez l'accent sur la production, l'agriculture, l'élevage, l'industrie et le commerce. Et vous avez fait le constat qu'actuellement, il y a un déséquilibre entre ces 3 secteurs qui devraient pourtant se tirer comme des locomotives. Alors, l'agriculture, qu'est-ce que vous proposerez en dehors des charrues que vous voulez donner aux agriculteurs? Qu'est-ce que vous proposez pour que l'agriculture soit vraiment un moteur du développement? Oui, M. Bazier, je dois dire que même aux États-Unis, si les États-Unis sont devenus aujourd'hui une grande puissance mondiale, c'est parti de l'agriculture. Aux États-Unis, vous trouvez des Américains qui font des études jusqu'à l'agrégation, qui repartent à la terre. La terre nous doit tout. Malheureusement, au Burkina Faso, on a l'impression que la terre est ingrate. Tout simplement parce qu'elle est mal organisée. Et puis peut-être c'est de l'aliénation aussi. Oui, j'allais dire que c'est le premier mal. C'est pour ça que nous prônons une révolution. C'est pour ça que nous prônons un changement alternatif. Parce que quand on parle de changement alternatif, de révolution, n'ayons pas peur des mots, c'est dans la tête. Il faut qu'on change de mentalité. C'est-à-dire qu'on ait une vision positive du développement, en faisant en sorte que l'homme soit au centre de son bonheur. Pour que l'homme soit au centre de son bonheur, il faut que les politiques que nous développons puissent intéresser l'homme à produire ce qu'il consomme, par exemple, parce que c'est une priorité, au lieu d'aller produire ce qu'il va exporter, ou bien produire ce qui me paraît superflu. Voilà pourquoi nous pensons qu'en mettant l'accent sur, d'abord, la réforme
puisque nous avons une loi agraire qui n'est même pas appliquée correctement. Commençons par là. Ensuite, il faut travailler à ce que, aujourd'hui, vous voyez qu'on parle d'agro-business, vous avez des hommes qui ne connaissent rien dans l'agriculture, mais qui ont pris de grandes superficies, et qui ont même exproprié, si vous voulez, des villageois de leur propre terre, mais pour en faire des aides d'aisance, pour aller se pavaner les samedis avec leurs copines, et puis bon, jeter même à la nature les canettes et les sachets, bon, ce qui est encore préjudiciable à l'environnement. Mais nous pensons que une fois élu, il faut revenir principalement sur ces aspects, corriger, faire en sorte que tous les partenaires en la matière s'investissent pour que d'abord le paysan, les ménages arrivent à produire. C'est pour ça que nous disons qu'il faut doter ces ménages-là d'un minimum qui serait par exemple la charrue et le bœuf de labour. Parce que même moi quand j'étais petit, je voyais comment on donnait la oumanga et l'âne sous forme de prêt pour permettre aux paysans de quitter sa daba pour aller au moins vers un moyen de production plus rentable. Mais ces politiques ont échoué parce que la plupart des paysans sont encore à la daba, à la roue. Nous disons aussi que si vous prenez une commune rurale, par exemple, il faut lui doter d'une unité qui permet aux paysans d'aller, par exemple, louer les services motorisés. Si le paysan veut faire une grande production, et en ce moment, il louera les services et ça fait aussi des devises pour la commune et le développement local. Et nous pensons aussi qu'il faut concilier avec la grande production. Est-ce que ces politiques n'ont pas été essayées au Burkina Faso avec cette mécanisation qu'on montrait sur tous les toits? Tout à fait, mais ça a échoué pour la simple raison qu'il n'y avait pas une volonté politique sous-jacente. Des gens ont spéculé sur les tracteurs, par exemple qu'on recevait de l'Inde et d'autres pays. Vous trouvez des hommes politiques qui ont pris ces tracteurs pour eux-mêmes, ils ont délaissé le paysan. Donc, je pense que si plus rien ne doit être comme avant, faisons en sorte que nos politiques puissent profiter à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire au peuple. Oui, mais ce que vous dites est vrai par rapport au monde paysan, mais il y a la réalité du changement climatique où il y a une adaptation au niveau de l'agriculture qui doit s'opérer, donc il y a une modernisation de ce secteur-là. Est-ce que si vous n'intégrez pas ces paramètres en compte, votre ambition sur le niveau ne va pas échouer? Oui, dans notre programme, nous avons parlé de l'irrigation. Et nous avons aussi parlé des bas-fonds et de certaines zones comme ce qu'on a vu à Tougan, où peut-être à un moment donné tout a été délaissé, mais il faut reprendre cela. Et je crois que si on avait mis l'accent sur ces aspects-là, au détriment de projets comme Samandeni, qui aujourd'hui est bloqué, le Burkina Faso serait déjà en plein dans l'autosuffisance alimentaire. Alors, mais dans votre programme, vous dites quelque part, maître, que vous allez en tout cas réaliser 5 barrages au cours donc, de votre mandat. Tout à fait. Alors, c'est des barrages à l'image de Samandeni ou à l'image de Bagré? Non, nous pensons qu'il faut faire des barrages accessibles à moindre coût, peut-être à l'image de Bagré. Et ça va coûter des milliards. Alors, si l'entretien n'y est pas aussi, ce sont des ouvrages hydrauliques qui vont tomber en désuétude. Oui, mais je vous dis qu'il y a des priorités. Nous avons dit en 5 ans, mais la priorité aujourd'hui, c'est faire en sorte que les Burkinabés n'aient pas envie d'importer des céréales pour manger. Donc il faut commencer par la petite irrigation, vulgariser ce que je viens de développer au niveau des ménages, et ensuite de voir, par exemple, les grands barrages. Parce que ces grands barrages peuvent avoir plusieurs fonctions. Alors vous avez proposé dans votre programme de créer une banque nationale du céréal. C'est quand même quelque chose d'innovateur. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette banque-là, nationale du céréal? En réalité, ça existait. On a fermé l'OFNACER, tout simplement parce que les politiques d'antan n'ont pas pu gérer ces structures-là. Et nous disons qu'il faut les ramener, par exemple l'OFNACER, peut-être sous autres appellations. Il faut même ramener la péréquation, comme la Caisse générale de péréquation. Et la Caisse de stabilisation des prix des produits agricoles. Mais bien sûr. Il faut ramener ces structures parce que ce qui a fait qu'on les a fermées, c'était des problèmes de gouvernance, de gestion. Des gens ont mal géré. Au lieu de les punir,
Au contraire, on les a laissés, et aujourd'hui d'ailleurs, certains même sont des hommes politiques prétendant au pouvoir. Alors, oui, mais pour réaliser de telles ambitions, il vous faudra une équipe. Vous pensez déjà à combien de ministres, par exemple? Moi, je ne fais pas de tabou autour de mon gouvernement. Je pense qu'une équipe de 17 personnes, et mettre surtout l'accent sur l'esprit équipe, c'est ça qui me paraît fondamental, on peut relever tous ces défis. Est-ce qu'avec 17 000, vous êtes sûr de réaliser vos ambitions que vous êtes en train de coucher? Vous savez, vous posez là une préoccupation qui me tient à cœur. J'estime que pour faire ce programme-là, il fallait le faire avec des Burkinabés, qui sont pour la plupart de la jeunesse. Des jeunes Burkinabés talentueux, qui ont une expertise, qui militent à l'UNUPS, qui ont quelque chose à proposer, mais qui ont un certain nombre de valeurs qu'ils veulent préserver et défendre. Je pense que pouvoir diriger un État, gouverner, c'est avoir l'ensemble de ces compétences-là, d'une part, et que nous recrutons au niveau de la jeunesse, mais d'autre part, une jeunesse qui, désormais, a pris conscience de son rôle et de sa place dans l'édification de l'État de droit auquel nous rêvons. Alors, maître, vous dites que vous allez former un gouvernement de 17 membres. Et ça m'amène à vous poser la question si la rigueur et l'austérité que vous voudrez instaurer à l'image de Thomas Sankara pour qu'il y ait en tout cas ce qu'on appelle un équilibre de nos finances, voilà, la balance commerciale qui est déficitaire actuellement, tout ça là, le retour de la rigueur et de l'austérité. Est-ce que ça, c'est une politique qui va vraiment attirer et passionner des foules? C'est à nous d'être l'avant-garde pour tirer les foules. Si nous ne tirons pas les foules, ça veut dire qu'on a échoué. Ça veut dire que les foules n'auraient pas confiance en ce que nous faisons. Ça veut dire que le peuple lui-même n'a pas confiance en lui-même. Nous avons une vision, on a un objectif, et nous voulons faire tous les pas avec le peuple burkinabé pour l'amener à un niveau où il va se sentir plus fier de son travail. Il va se sentir aujourd'hui dans un bonheur que lui-même il aura façonné. Et je pense que les Burkinabés, en tout cas de nos jours, ont compris ce message-là. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, de dire à tous les Burkinabés qu'ils doivent profiter de leur propre travail. Moi, quand je vais souvent au boulot le matin, et je me rends compte qu'à 8 h ou à 9 h, vous avez des fonctionnaires qui ne sont pas encore au bureau. J'ai vu le ministre de la fonction publique faire un test pour voir la ponctualité. Les gens ont relâché. Il n'y a plus de rigueur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont plus confiance même aux gouvernants qui ne donnent pas l'exemple. Cette austérité aussi... Peut-être aussi que les mercredis ne sont plus sanctionnés par le licenciement, dégagement et autres suspensions. Mais bien sûr que je veux dire que quand on licencie ou quand on suspend, ça devrait obéir, en tout cas, à la norme. De ce point de vue-là, nous n'allons pas utiliser les mêmes méthodes, parce que nous évoluons quand même dans un contexte où il y a un environnement juridique que nous allons respecter. Alors, il est également reproché à nos États un train de vie élevé. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la réduction du train de vie de l'État? Parce qu'ils sont nombreux, les Burkinabés, qui dénoncent que l'État burkinabé a un train de vie trop élevé. Bon, je pense qu'il faut d'abord faire un audit. Il faut faire un audit de la situation d'ensemble, aussi bien du matériel mobilier roulant, tout le patrimoine de l'État, parce qu'il y a des structures déjà qui existent. Il faut aussi, au-delà de cet audit-là, travailler à ce que, et nous l'avons écrit dans notre programme, l'agent public soit un agent de service public. Et tout à l'heure, quand M. Bazier parlait de nos mentalités, il a très raison de le dire. Donc il faut que l'agent public lui-même soit motivé, soit intéressé et qu'il se dise c'est mon pays. Il faut aussi travailler à ce que nous soyons tous citoyens. De plus en plus, on parle d'incivisme, etc. Mais il y a une raison. C'est cette raison qui fait que les Burkinabés sont dans une espèce
de révolte permanente. Donc il faut apporter une réponse appropriée à cela. Et de mon point de vue, pour réduire les dépenses au niveau de l'État, il faut que dès le sommet de l'État, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, nous-mêmes nous puissions donner l'exemple en ramenant par exemple la consommation dans les services, dans les ministères, à des justes proportions. Éviter par exemple ce qui est superflu. Je dénonce par exemple que ministre ou président d'institution se déplace avec de gros cylindrés. Souvent vous voyez une kyrielle de voitures derrière. Bon, tout ça, ça ne sert pas. Vous avez des bâtiments souvent inutiles et pendant qu'on loue, j'allais dire, des immeubles à des particuliers qui spéculent encore sur le dos de l'État. Bon, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut corriger. C'est pour ça d'ailleurs on parle d'austérité. Et quand vous allez sévir, les gens vont dire, ah oui, c'est des radicaux. Mais pour autant que nous serons des radicaux, on le sera pour que le peuple, la plus grande partie de nos populations, puisse avoir accès aussi au bonheur, comme je l'ai dit. Alors quand on fait la simulation, et vous l'avez fait, dans votre programme, on voit que la réduction du train de vie de l'État, ça rapporterait à votre programme quelque chose de 380 millions de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau, 380 millions? Non, moi je pense que 300, même 500, c'est une goutte d'eau. Mais encore faudrait-il commencer à éradiquer le mal par la racine, ce qui nous amènera certainement à avoir un coût optimal. Si à 300 millions, il y a un gain pour l'État, ce qui est important, c'est de décourager les velléités, la propension à faire de grosses dépenses sur le dos du budget de l'État. Ouais, quelque chose qui m'a tiqué, et peut-être je vais laisser après mon confrère Bernard Bougman compléter, c'est quand je lis dans votre programme que vous prêchez le capitalisme d'État. Voilà. Des sankaristes qui sont en contre-courant de l'idéologie de Sankara Thomas, qui était contre le capitalisme. Alors pourquoi vous prenez le capitalisme d'État? Le capitalisme d'État, ça veut dire simplement le développement endogène participatif. On peut enlever le mot capitalisme si ça heurte. Mais ça veut dire que nous prenons une politique qui concilie effectivement d'une part la liberté d'entreprendre et bien sûr l'interventionnisme de l'État. C'est ce que ça veut dire. Alors, l'interventionnisme de l'État, vous avez dit que, bon, la définition a été donnée, qui se base sur... mais quand on parcourt votre programme que nous avons eu, parlant en tout cas de sankarisme, les valeurs qui doivent être sorties pour accompagner ce programme, bon, à moins que ce n'est pas bien foutu, nous n'avons pas vu. Les valeurs? Ah ouais. Qui puissent accompagner ce développement endogène, la responsabilisation des citoyens. Là, si vous n'avez pas vu cela, ça me paraît extrêmement grave. Parce que c'est le support du programme, l'intégrité. Mettre au devant l'intégrité. Et je rappelle qu'en 2010, quand je partais pour la deuxième fois à l'élection présidentielle, mon programme, c'était le Burkinilum. Même si aujourd'hui, il y a un plagiat, c'est ce que nous avions proposé avec une coalition de partis politiques. Ça, vous vous rappelez. L'opinion se rappelle. Nous avons dit le Burkinilum. C'est ça qu'il faut défendre. Dans ce programme alternatif de changement sankariste, nous disons on ne peut pas atteindre ce changement-là si effectivement nous ne travaillons pas à faire renaître ces valeurs en nous-mêmes. Donc c'est une priorité parmi les priorités. C'est la première étape. Et c'est par quel mécanisme vous allez effectivement inculquer cela? Ah oui, très bien. Le premier mécanisme, c'est ce que nous prenons en tant que parti politique. Depuis 15 ans que l'UNUPS est née, notre combat politique a toujours été de prôner l'intégrité, la dignité, de faire en sorte que les Burkinabés vivent en parfaite harmonie, dans une cohésion où il y aura le respect mutuel, l'amour du prochain. Et moi, je pense que c'est ça qui fait la différence entre les Burkinabés et tout autre peuple. Cela est fondamental. C'est parce qu'effectivement, nous sommes attachés à notre Burkinabé
que, comme un seul homme, les Burkinabés ont convergé toutes ces valeurs-là pour s'insurger et s'ériger contre ce que j'ai appelé l'inadmissible et l'inacceptable. Et ça existe. Il faut maintenant le préserver et le transformer justement en une action politique. Et c'est ce que nous proposons en termes de projets alternatifs. Je dis, au soir du 31 octobre 2014, tout le monde s'est retrouvé sankariste. Même ceux qui ont combattu le président Thomas Sankara sont sortis le point levé pour dire la patrie ou la mort, je suis sankariste. Nous disons, mais c'est simple. Depuis 15 ans, tout le combat que nous avons fait, c'était de dire il faut réhabiliter l'homme en ce que son action politique, c'était pour les Burkinabés. Et c'est ce projet-là que nous proposons. Alors donc le sankarisme, en tout cas la doctrine qui fonde sa légitimité, sur l'intérêt commun et sur la participation citoyenne tout à fait. de tous les Burkinabés à l'édification de la nation. Tout à fait, M. Bazir. Voilà. Vous avez bien compris. Alors, Maître Benoende, vous avez parlé dans votre programme de la suppression du CIS et du Sénat. Le Sénat, ça c'est déjà fait. Le CIS, est-ce que vous trouvez que c'est une institution budgétivore? Pas seulement que c'est une institution budgétivore, mais son utilité aujourd'hui, personnellement, je n'en vois pas la pertinence. Donc, s'il y a des dépenses encore liées à cela, autant supprimer. D'accord. Comme nous allons parler économie maintenant, il y a la question du franc CFA aujourd'hui se pose avec voilà, le système arrimé à la France. Quelle est effectivement votre politique à ce niveau quand on sait que Thomas Sankara a combattu en ce qu'on appelait l'impérialisme à tous les points de vue? Alors vous avez parlé également dans tout ce tort d'idées du panafricanisme qui sera vraiment en tout cas un cheval sur lequel vous allez miser pour atteindre le développement. Et dans ça, il y a la création d'une monnaie commune africaine. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, vous aurez remarqué que l'UNIRPS n'est plus seul à défendre cette idée qu'il faut, en tout cas pour l'Afrique, si possible, une monnaie commune. De nos jours, vous avez le Tchad qui est en train de lutter aussi pour la même philosophie. Et nos dévanciers comme Nkrumah et bien sûr beaucoup de panafricanistes vous avez indiqué la voie à suivre. Mais tout le monde sait aujourd'hui pourquoi nous avons un franc CFA. Tout simplement parce que c'est le produit encore de la domination française sur nos économies. Ce n'est pas caché. Nous sommes arrimés au trésor public français. Et comme le président Sankara le disait si bien lors d'un de ses discours à l'OUA, s'il paie seul la dette, il ne sera pas là à la prochaine conférence. Effectivement, on l'a assassiné. Je veux dire que seul, ce n'est pas simple. Mais pour nous, c'est une conviction. Il a dit que s'il refusait de payer la dette, il ne sera pas là. Mais bien sûr, s'il refusait de payer. Mais je veux dire, si nous prenons le pouvoir et nous décidons seuls d'être décrochés du trésor public français, ce n'est pas évident. Donc il faut faire le plaidoyer dans les grands ensembles, comme on est en train de le faire dans le cadre de l'UEMOA, dans le cadre de la CEDEAO. Et c'est en ce moment qu'on ira petit à petit vers les États-Unis d'Afrique. Le panafricanisme pour l'UNIPS, c'est pour nous une conviction, c'est même une foi qui est que l'Afrique devrait aujourd'hui travailler à ce que ces États puissent se fédérer. Si nous voulons vraiment sortir de l'ornière, si nous voulons sortir de notre misère légendaire, et si nous voulons vraiment profiter des ressources africaines. Mais d'un point de vue politique, ce sont des questions sur lesquelles il faut négocier, et même tout comme l'armement, et dénoncer les accords. Mais quelles seraient les conséquences? Il faut les calculer. Il faut les calculer. Mais justement, c'est là où se trouve, effectivement, vous avez dit, en ce qui concerne les conséquences, Thomas Sankara, il a essayé, avec ce qu'il a pu faire, vous êtes arrivé, vous réclamez de lui. Est-ce que comment est-ce que vous comptez réussir avec vos pairs, là où Thomas Sankara a échoué? Très bonne question. Nous pensons que si nous avons aujourd'hui accepté de prendre
le chemin tracé par le président Thomas Sankara. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons évalué les risques et les conséquences que nous assumons. Nous pensons aujourd'hui que l'exemple que le Burkina Faso est en train de donner à l'ensemble, au Conseil des Nations, c'est un exemple atypique de libération de notre pays, d'avoir une liberté et de pouvoir politiquement maintenant s'assumer. C'est là où nous sommes en compétition avec d'autres forces politiques, pour dire que nous refusons effectivement qu'on nous dicte nos politiques. C'est ce que Sankara a voulu. Nous voulons nous assumer, prendre en main notre destin. Prendre des accords, des engagements à l'international au profit de notre peuple et dans l'intérêt exclusif du peuple burkinabé. Et de ce point de vue, ce que nous allons faire avec tout le peuple, on dit qu'un peuple uni est invincible, c'est de replacer les choses dans leur contexte. Mais nous appartenons à de grands ensembles. Il ne faut pas l'ignorer. J'ai tout à l'heure parlé de l'Union africaine, de l'UEMOA, de la CEDEAO, mais il y a l'Union africaine. Il y a ces ensembles dans lesquels la voix du Burkina Faso devrait désormais compter. Thomas Sankara avait essayé, on l'a assassiné. Pendant 15 ans, nous nous sommes nourris et pétris de ces expériences pour éviter nous-mêmes d'être assassinés. Ça, c'est important. Est-ce que quand vous regardez dans la sous-région, vous voyez un allié probable dans le cadre de ce projet-là? Ah si, nous avons beaucoup d'alliés. Dans le même combat qui parle. Ah, tout à fait. Ce sont les peuples africains qu'on trouve en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali. Et ces peuples-là ont aujourd'hui les mêmes aspirations. Encore faut-il qu'ils puissent s'émanciper. Ah, mais bien sûr, je suis d'accord. Et c'est ce travail que nous faisons dans les limites de la légalité. L'article 13 de la Constitution dit que les partis politiques doivent travailler à émanciper. Et je pense, en toute modestie, que l'UNIL-PS a réussi ce pari-là en 15 ans de parcours politique. Les Burkinabés sont émancipés. Les Burkinabés, justement, adorent, adulent le président Thomas Sankara. Même mort, il est plus vivant. Et je crois que c'est l'œuvre et l'action politique des sankaristes, dont l'UNIL-PS. Alors, Maître Benouende Stanislas Sankara, vous avez parlé dans votre programme d'économie de masse et d'ouverture sur le monde. Alors, il y a plein de propositions que vous faites pour relancer l'économie, pour mobiliser les recettes fiscales. Et vous avez parlé de la création de ce qu'on appelle une haute autorité des revenus, c'est-à-dire la douane et les impôts ensemble sous une seule responsabilité d'un haut commissaire des revenus. Est-ce que cette idée-là, vous trouvez qu'elle est faisable? Parce que si on voit les missions de la douane et des impôts, on voit qu'elles sont pour la mobilisation des recettes, mais elles ne sont pas quand même les mêmes sur le terrain. Oui, monsieur Bazier, c'est simple. Je vous donne l'exemple du guichet unique en matière foncière. Le guichet unique permet de centraliser tous les services. L'avantage, c'est de minimiser les coûts, réduire les coûts, les dépenses. C'est la même chose pour les régies des recettes. Et d'ailleurs, l'idée existe déjà dans le cadre de l'UEMOA. Donc nous faisons simplement allusion à cela pour dire qu'il faut encourager même les autres États à aller dans ce sens, parce que ça permet à nos opérateurs économiques d'être plus fiables. Et comme on dit que le temps, c'est de l'argent, vous gagnez énormément également en temps. Et vous fondez aussi, en tout cas, votre politique sur la lutte contre la vie chère. Ah oui. Et pendant les 5 ans, en tout cas, vous devrez dépenser 750 millions pour, en tout cas, lutter contre la vie chère. C'est quelque chose de faisable? Oui, mais déjà, vous savez que la coalition contre la vie chère a une plateforme. Nous prenons en compte cette plateforme pour dire qu'il faut aller dans le sens des exigences des syndicats, de la société civile, parce que le salaire qui est perçu ne répond plus au panier de la ménagère. Nous avons par exemple des pistes, comme supprimer la TVA qui frappe les salaires. Si vous empruntez, si vous endettez pour aller payer une moto,
et vous payez encore la TVA, c'est votre pouvoir d'achat qui diminue. Donc, nous pensons qu'il faut travailler aussi sur le registre de l'amélioration de la masse salariale, permettre à ce que ce pouvoir d'achat-là puisse amener les uns les autres à pouvoir vivre de façon décente. Alors, vous prévoyez mobiliser plus de 6 600 milliards au terme de 5 ans. Sur quoi est-ce que vous allez vous appuyer pour réaliser, en tout cas, cette ambitieuse... Moi, je précise que par rapport à ce programme, les Sankaris comptent sur les recettes fiscales et non fiscales. Oui, et puis l'investissement populaire. Tout à fait. Est-ce que ces deux peuvent nous amener à avoir 600 millions, 6 milliards, 600 millions de dollars? Vous verrez que ce que nous proposons, c'est la moitié ou le tiers de certains candidats qui sont à 15 000 milliards, 20 000 milliards. Bon, nous proposons 6 000. Parce que vous voyez déjà ce rapport. Où trouver ces 6 000 milliards, nous disons, c'est sur nous-mêmes. On n'aura pas besoin de tendre la main à Londres, à Paris, à Washington, à la Banque mondiale, avec les conséquences et les risques qu'on connaît. Effectivement, nous faisons une mobilisation de ressources de façon mixte. Et vous verrez que nous avons mis l'accent sur l'effort populaire d'investissement, qui était un concept qu'on a connu sous la Révolution. Travailler comme des CDR. Ah oui. Monsieur Bazier, je pense que si vous travaillez comme un CDR, de façon patriotique, vous allez, d'une manière ou d'une autre, assurer l'avenir de vos enfants. Aujourd'hui, effectivement, les gens ne veulent pas travailler comme des CDR parce qu'on leur a appris à tendre la main. Il n'y a pas un pays qui peut se développer sans les bras valides, oui, à telle enseigne que ceux qui nous ont colonisés sont venus nous prendre, nos parents ici, pour qu'ils aillent travailler pour eux. Travaillons maintenant pour nous-mêmes, pour nous développer. C'est ça l'effort populaire d'investissement. Oui, ce que vous dites est vrai, mais cela doit être sous-tendu par un message fort qui puisse emmener les uns et les autres. Mais c'est pour ça que je suis candidat. Oui, vous êtes candidat pour ça. C'est quel discours vous allez servir? Parce que avec le Burkinabé qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas celui de 1987, tout à fait. Ce n'est pas évident. Ah oui, c'est ça la reconversion des mentalités. Et c'est ça la révolution. Ce que nous prenons comme changement sankariste là, c'est ça. Qu'on change de mentalité et qu'on se dise qu'on travaille pour nous-mêmes. Si je me mets à nettoyer une rue, je dois mettre dans ma tête que je fais ça pour ma communauté. Si je me mets à dire, je vais faire un morceau de caniveau devant ma porte pour que ça puisse servir aux écoulements des eaux du quartier, c'est pour ma communauté. Nous n'aurons pas besoin forcément qu'on vienne nous donner de l'argent et qu'on recrute les militantes griffes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est ça. Maintenant le message. C'est pour ça que je suis candidat. Pour dire, au soir du 29 novembre, il faut que tous les Burkinabés, de la façon dont ils ont compris cette réaction sociale-là, pour nous, c'est du pain béni de Dieu. Et désormais, il faut qu'on se dise que ce pays, c'est pour nous, et il faut qu'on le construise ensemble. Et Maître Benouendé, vous avez en tout cas mis l'accent sur l'effort populaire d'investissement, sur les recettes fiscales et non fiscales, qui devraient vous rapporter beaucoup d'argent, et puis bon, peut-être faire un peu recours aux subventions, aux prêts, pour mener votre programme à bien. Et cela, en tout cas, mobilisera beaucoup d'argent. Est-ce que, après les projections faites sur les recettes fiscales, est-ce qu'il y a un potentiel qui existe pour que vous puissiez faire entrer de l'argent? Oui, mais bien sûr que quand on regarde déjà dans notre pays, le seul potentiel, ce sont les droits de porte. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut réorganiser toutes les régies pour une meilleure efficacité. Ensuite, et ça c'est ma conviction personnelle, et en tant que président de l'UNUPS, je me suis évertué à convaincre également mes camarades. Et aujourd'hui, je veux convaincre tout le peuple de Burkina Faso que notre diaspora, la diaspora burkinabé est un grand potentiel. J'ai souvent fait une comparaison avec Israël
pour dire que les Juifs qui sont hors d'Israël ont contribué à ce que Israël soit aujourd'hui une grande puissance sur le fondement de deux choses, les valeurs et la diaspora. La diaspora burkinabé est pratiquement au même nombre que les Burkinabés qui vivent dans les limites territoriales. Et nous pensons que cette diaspora-là doit contribuer au développement du pays. Il faut l'organiser. Il faut la motiver. Il faut qu'elle ait confiance à nos politiques. Le président Sankara avait commencé, malheureusement, ce n'est pas allé loin. Et on sait pourquoi. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, la diaspora elle-même a commencé à s'organiser. Elle d'ailleurs réclame un ministère de Burkina Faso. Nous créerons ce ministère, parmi les 17 ministres. Effectivement, au Burkina Faso, on a vu le concept de diplomatie de développement, après diplomatie active. Vous parlez de diplomatie managériale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons, dans le cadre bilatéral ou dans le cadre multilatéral, aller vers des pays, des peuples qui partagent nos problèmes. Parce que la diplomatie, c'est aussi le choix de rapports gagnant-gagnant, de rapports entre États où effectivement nous allons préserver et défendre les intérêts du Burkina Faso. Dans ce cas, il y a deux Chines. Au Burkina Faso, il y a deux Chines qui sont passées au Burkina. Quelle est la Chine qui vous fait la Chine qui une cour assidue? Vous allez vers quelle Chine? Mais les Chinois sont un peuple formidable. Pourquoi vous voulez diviser les deux Chines? Nous ne les avons pas divisés, c'est la réalité des faits comme ça. Oui, mais il me semble qu'à Paris, les deux Chines sont représentées. Nous, on est au Burkina Faso. Oui, mais pourquoi au Burkina, les deux Chines ne peuvent pas se présenter? Alors, maître, vous avez également abordé la question des mines, oui. Parce que c'est quand même un problème très sérieux qui se pose actuellement. Oui. Et les populations locales estiment que les mines, en tout cas, ne profitent pas aux Burkinabés et qu'elles profitent à ceux qui viennent d'ailleurs pour les exploiter. Qu'est-ce que vous avez en chantier pour pouvoir permettre à tous les Burkinabés de jouir des fruits de l'exploitation minière au Burkina? Oui, d'abord c'est faire en sorte que la loi qui vient d'être révisitée par le CNT, le Conseil national de transition, cette loi-là, le code minier soit effectivement appliqué. Vous savez, quand je suis sorti pour cette tournée, nous avons été dans des zones aurifères, mais c'est effroyable. J'ai eu l'occasion, quand j'étais à l'Assemblée nationale, d'être dans une mission du Parlement pour voir ces sites-là. Mais les problèmes qu'on nie l'essence, c'est notre pays qui est vraiment en train d'être asphyxié. Et beaucoup d'études ont démontré que nous ne profitons pas tout simplement parce qu'il y a la grande fraude. Vous savez, au début de la transition, on a intercepté des lingots d'or à l'aéroport. 72 kilos. Vous vous rendez compte? Donc, pour nous, il faut d'abord appliquer cette loi. Il faut faire en sorte que l'orpaillage soit mieux géré. Mais il faut aussi revoir les permis d'exploiter qui ont été attribués à des prête-noms. Quand vous prenez la cartographie minière du Burkina, peut-être que la case de ma maman au village même est attribuée à un exploitant. Hein. Il faut revoir tout ça, faire le point, l'audit, et au besoin que l'État prenne ses responsabilités pour retirer même certains permis s'il le faut. L'éducation, santé, c'est des secteurs que vous avez abordés. C'est les secteurs sociaux de base. Tout le monde parle des secteurs sociaux de base. Tout le monde, quand j'écoute, on a l'impression que c'est le seul point où chacun y vient avec son argumentaire. Nous disons simplement à l'UNIRPS que l'éducation, c'est avant tout le présent et l'avenir. On ne peut pas parler d'une nation, d'un pays qui se développe si cette nation n'est pas éduquée. Malheureusement, nous avons connu beaucoup de politiques en la matière qui ont échoué. De nos jours, il y a un goulot d'étranglement depuis le préscolaire jusqu'à l'université. La conséquence est que tous les jours, vous avez
les élèves et les étudiants qui manifestent, qui dénoncent le continuum, qui dénoncent le système LMD, qui dénoncent même les effets pervers, comme par exemple le chômage, parce qu'on fabrique effectivement des chômeurs potentiels, et vous avez beaucoup de problèmes liés effectivement à ce système-là. Alors, est-ce que vous allez mettre fin au continuum? Nous allons le suspendre. Vous avez parlé dans votre programme du fait que le préscolaire, c'est quelque chose qui est donné aux citadins et pas aux ruraux. Ah oui, parce que Thomas Sankara nous avait appris les garderies populaires. Pourquoi vous allez mettre le préscolaire à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, et puis oublier Zignaré, Yako, Léo, et puis tout ce qui s'ensuit? Ce sont les mêmes enfants du peuple. Et d'ailleurs, c'est en province qu'on a beaucoup plus besoin du préscolaire pour que l'enfant, en bas âge, commence effectivement son entrée dans un système éducatif. L'université aussi, l'enseignement supérieur, avec ce ratio très faible, 471 étudiants pour 200 000 personnes, alors que je crois que les chiffres que vous avez brandis, ce serait en tout cas au-delà de cela. Alors, est-ce que déjà qu'on a 471, on n'arrive pas à gérer? Est-ce qu'il faut travailler à augmenter le nombre d'étudiants à l'université? D'abord, je m'élève contre ces poses de première pierre de façon pompeuse et politicienne qu'on a vu de par le passé dans les régions pour dire on va faire une université à Ouayouya, on va faire une université. Dans l'esprit, c'est bien. Nous prenons cette décentralisation-là. Si dans nos régions on peut avoir des universités, c'est bien. Mais il faut travailler à cela. Je relève qu'il y a un programme à plus de 1000 milliards pour justement régler cette question-là. Mais la quote-part de l'État n'a jamais été payée. Ce qui fait que, effectivement, on s'est retrouvé dans un goulot d'étranglement. Donc nous pensons qu'il faut corriger l'existant au plus vite afin de faire une réforme profonde en ayant une vision de notre système éducatif. Je me rappelle qu'en 1985, il y avait cette idée de faire la réforme de l'école burkinabé. Malheureusement, ça n'a pas vu jour. Et par la suite, on a vu que pour mieux nous ligoter, pour mieux avoir une vraie domination sur les Burkinabés, on nous a proposé une cascade de réformes dans le système éducatif, et voici la conséquence. Sur le plan sanitaire également, il y a, parce que les deux sont liés sur le plan sanitaire, il y a la distance à parcourir. Les zones ne sont pas les mêmes par rapport à la disponibilité des infrastructures sanitaires. Vous allez réduire de combien cette distance? Nous avons dit qu'il faut tenir compte des chefs-lieux de communes, des chefs-lieux de province, pour pouvoir décongestionner les grands plateaux, qu'il faut doter d'abord de moyens logistiques suffisants et de personnel. Donc, dans notre politique, c'est faire en sorte que, déjà, en province, vous puissiez avoir tous ces plateaux-là. Et nous mettons l'accent sur les unités d'imagerie, parce que les évacuations, quand vous les regardez, on vient à Yalardo ou on va à Bobo, on vous dira qu'il n'y a pas de scanner, alors qu'on peut avoir une unité performante à proximité. Et il faut aussi travailler à avoir au moins 3 ou 4 centres spécialisés. Parce que de nos jours, on fait des évacuations en ce qui concerne le cancer, la neuro, et puis bien sûr en matière de santé de l'enfant et de la mère. Dans notre programme, nous avons dit qu'il faut tout faire pour couvrir jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans de gratuité tous les soins pour l'enfant de 0 à 5 ans et pour la maman. Alors votre programme est ambitieux parce que vous parlez de doter, en tout cas tous les CHR, de scanners, en fait, qui coûtent extrêmement cher, mais c'est un programme que vous voulez réaliser. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu de votre vision de lotissement de l'habitat actuellement? Alors là, dans les grandes villes, surtout à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, je crois qu'il est inadmissible de trouver un citoyen qui peut se targuer d'avoir eu 100 parcelles. C'est un voleur.
pendant que vous avez des citoyens qui ne peuvent pas avoir une couchette. C'est une injustice que nous n'allons pas tolérer. Donc il faut faire le procès des 27 ans de gestion de Blaise Compaoré. Il faut le faire. D'ailleurs, c'est pour ça, certains ont commencé à avoir peur de l'UNIPS, parce que nous disons, il y a eu une gestion chaotique, pas possible, qui a profité particulièrement à des dignitaires de ce pays-là. Il faut faire l'audit. On nous dit que la ville de Ouagadougou est d'une superficie 2 fois plus grande que Paris, alors que nous n'avons que 2 millions d'habitants, contre peut-être 50 millions. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Les Parisiens vivent en hauteur. Les Burkinabés préfèrent avoir là où l'OPED était. Oui, mais il y a des pays aussi qui vivent en superficie. Hein. Quand vous partez en Afrique du Sud, vous voyez ça. Mais le vrai problème, c'est la gourmandise de certains Burkinabés qui ont voulu tout prendre pour eux. Alors, vous avez parlé effectivement de faire le procès. Moi, je fais le lien rapidement avec la justice. À ce niveau-là, ils sont nombreux qui attendent également une lecture du code pénal, parce que notre code pénal actuel a des insuffisances par rapport à la question des nouveaux droits, pour ne pas dire des nouveaux délits qui sont commis. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que l'UNPS a prévu? Nous avons d'abord dit que, fondamentalement, il faut travailler à la séparation des pouvoirs. Il faut que la justice retrouve ses lettres de noblesse dans l'indépendance du juge, dans sa liberté et dans son droit de dire le droit. Nuance. S'il a la liberté, s'il est indépendant, il doit dire le droit. Et c'est comme ça que la justice sera le rempart de toutes les libertés. Donc nous allons vraiment nous assurer de cette indépendance-là. Couper le lien ombilical qui existe entre la justice et la chancellerie, l'exécutif. Il n'y aura plus, en tout cas sous mon gouvernement, des magistrats aux ordres. Ce ne sera pas possible. Et c'est à partir de là, j'ai aussi dit dans mon programme, les rapports, les états généraux, on en a vu. Il y a des partenaires sociaux, il y a beaucoup de syndicats. Au moment où nous parlons, les greffiers sont en grève. Ça paralyse l'appareil judiciaire. Il faut véritablement une vraie réforme dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Et c'est comme ça qu'on pourra maintenant apporter la matière, c'est-à-dire relire, par exemple, le code pénal qui prévoit les délits. Nous nous sommes insurgés contre le fait qu'on condamne des gens qui ont volé des vélos, du bétail, qu'on condamne à 3 ans ferme. Vous avez des gens qui volent des milliards, qui circulent. Ça frappe les esprits. Maître Benowende Stanislas Sankara, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir dans le cadre du... Je suis surpris que ça prenne... Oui, nous avons déjà épuisé 1 heure, c'est allé très vite, mais le temps qui nous est imparti est en tout cas tiré vers sa fin. Nous allons vous remercier d'être venu ce soir sur ce plateau, nous parler de votre programme dans le cadre de l'élection présidentielle du 29 novembre prochain. J'avais à ma compagnie Bernard Bougouma de Radio Omega. Merci à vous d'être venu et merci à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, d'être restés à notre compagnie. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même si on n'a pas d'argent, je suis fier d'être de ce beau pays. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même s'il est coma, pour moi il n'y a pas plus beau pays que le mien. Mon pote, Burkina Faso ya mamtenga, Burkina Faso ya mamtenga.